Salut à tous, deuxième tentative de cette chronique que j'ai tournée avant mais qui à cause d'écart de lumière s'est littéralement fait cramer la face, de ce qui a rendu l'image illisible, donc j'y recommence, en espérant que je vais pas oublier des trucs que j'ai pu dire. Avis quand même aux gens qui veulent tenter ce genre d'exercice, méfiez-vous comme de la peste de la lumière naturelle, c'est une bitch. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement de Only God Forgives de Nicolas Winding Refn. Refn, c'est celui qui a fait notamment la trilogie Pusher avec Mads Mikkelsen, qui a fait Valhalla Rising avec le même Mads Mikkelsen, qui est un film qui est limite passé inaperçu mais qui est génial et que je vous conseille. Et bien entendu Drive en 2011, qui est sorti en 2011 et qui a eu un succès public et critique incontestable, qui a été présenté à Cannes la même année et qui a eu un accueil très favorable. C'est un film qu'il avait fait bien entendu avec Ryan Gosling, et 2 ans plus tard, cette semaine, sort Only God Forgives, qu'il a tourné avec le même Ryan Gosling, et qui a été présenté à Cannes, et qui étonnamment a été sifflé. What the fuck? En fait, pour moi, cet accueil négatif est incompréhensible, dans la mesure où Only God Forgives est dans la droite lignée de Drive, sans en être un décalque ou une redite vaine. En fait, Only God Forgives reprend beaucoup des partis pris de narration et de jeu de Drive, mais pour les amener sur un terrain différent, avec un propos différent. Par exemple, le jeu très épuré de Ryan Gosling, ce parti pris de jeu qui a beaucoup fait parler de lui. Je veux dire, dans Drive, la nana lui propose un verre d'eau, il met juste une demi-heure à répondre après l'avoir regardé en plan fixe. En fait, dans Drive, ce parti pris de jeu avait quelque chose de très puissant. Le personnage de Gosling, c'était presque un personnage de western, ultra taciturne, ultra puissant, dangereux, aussi mortel que silencieux, n'est-ce pas? Et dans Only God Forgives, Gosling joue exactement pareil. C'est presque le même personnage, sauf que transposé dans Only God Forgives, ce jeu prend un sens complètement différent. Dans Only God Forgives, c'est un jeu épuré qui montre que le personnage est impuissant. Et tout étant dedans, c'est parce qu'il encaisse et n'a absolument aucun contrôle sur ce qui l'entoure. Et rien que la signification différente que prend ce même jeu d'un film à l'autre montre que vraiment que le thème du film, de Only God Forgives, c'est l'impuissance. Pour revenir rapidement sur l'histoire, c'est l'histoire de déjà 2 frères à la base qui tiennent en Thaïlande un club de boxe thaï, qui est en fait une couverture pour leur trafic de drogue. Un des 2 frères, qui est complètement taré, en vient à tuer et violer une fille de 16 ans. Le père de la fille le tue à son tour, avec l'aide d'un flic. Et à partir de là, il y a une espèce de spirale de la violence et de la vengeance qui va se mettre en marche, notamment avec la mère des 2 frères, jouée par Kristen Scott Thomas, qui arrive en Thaïlande, et qui blâme en fait le personnage de Ryan Gosling pour son inaction à venger la mort de son frère. D'ailleurs, Kristen Scott Thomas qui joue un personnage complètement halluciné de catin de l'enfer. J'ai rarement vu un personnage de mère comme ça, avec un complexe d'Oedipe énormissime. Généralement dans les films, quand il y a un complexe d'Oedipe de cette taille, il est plus sous-entendu, ou il est suggéré vraiment. Tandis que dans Only God Forgives, c'est la première fois que je vois un Oedipe aussi énorme dans le côté explicite. Il y a une scène de repas complètement folle où Kristen Scott Thomas en vient à comparer les longueurs de beat de Ryan Gosling et de son frère mort. C'est complètement glauque cette scène, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce personnage est intéressant pour expliquer aussi l'impuissance du personnage de Ryan Gosling. C'est une mère extrêmement castratrice. En fait, techniquement, le film ne raconte rien de nouveau. Le scénario est très simple, c'est un film de vengeance. Il m'a fait penser d'ailleurs à Outrage de Takeshi Kitano, qui raconte en fait en gros la même chose mais sur un angle différent, l'espèce de spirale de la vengeance qui devient complètement hors de contrôle et complètement absurde. Tandis que Kitano, dans Outrage, le traitait de manière un peu plus presque comique et complètement outrancière. Ici, c'est traité de manière beaucoup plus froide, sans espoir, il n'y a absolument aucune rédemption dans ce film. C'est marrant parce que Only God Forgives a presque l'air d'une version cauchemardesque de Drive. Dans Drive, malgré les accès de violence, malgré tout ce qui peut se passer de pas cool dans ce film, il y a quand même un côté très onirique, très cotonneux presque. Mais à aucun moment, dans Only God Forgives, on sent que le scénario a la prétention d'être l'argument principal du film. C'est avant tout une œuvre qui est visuelle et sensorielle. C'est un trip complètement halluciné dans la nuit. Dans ce film, il y a un travail sur la palette des couleurs, sur l'éclairage, qui est à tomber par terre. L'utilisation des couleurs, je pense, peut permettre de livrer milliers d'interprétations différentes du film. L'utilisation du rouge profond, bien sûr, qui schématiquement, le rouge est la couleur de la passion, de la violence. Mais il n'y a pas que le rouge dans ce film, il y a toute une palette de déclinaisons de couleurs qui est vraiment super intéressante, avec des cadrages extrêmement symétriques, extrêmement symboliques, avec des travelling très lents, très esthétisés. C'est un film qui, picturalement, est juste magnifique, mais c'est pas une beauté vide, en fait.
Il y a un côté presque lancinant. C'est vraiment une virée cauchemardesque sous psychotrope, ce film. Et c'est vraiment avant tout un travail sensoriel. Ça m'a fait penser un petit peu à ce que Gaspar Noé a pu faire avec Enter the Void, dans une dimension bien plus barrée. Only God Forgives est quand même plus resserré dans son propos. Mais c'est pas un film qui prétend être intéressant pour ce qu'il raconte. C'est un film qui prétend être intéressant pour ce qu'il montre. En fait, dans ce film, il y a un travail très intéressant qui est fait sur la frontière entre le réel et le rêve. Rien dans la narration ou dans les choix de montage ou de réalisation de Refn n'est fait pour montrer que telle ou telle scène appartient au domaine du rêve ou au domaine du réel. Tout est laissé vraiment à l'interprétation. Mais c'est pas quelque chose qui est gênant dans le déroulé du film, parce que c'est un film qui est vraiment, encore une fois, pensé comme une virée hallucinogène. Il y a presque un côté lynchesque dans ce brouillage, justement, des perceptions. Et là, je parlais de Lynch, mais à la fin, je me suis rendu compte que le film est dédié à Alejandro Jodorowsky. Au début, ça m'a surpris, vraiment, mais après coup, je me suis dit finalement que c'était assez logique, au vu des partis pris graphiques du film, son mode de narration, tout ce côté extrêmement symbolique du cadrage, tout ce côté code couleur, qui est un déluge finalement de sensations. C'est ce que Jodorowsky a fait dans beaucoup de ses œuvres, notamment la Montagne Sacrée, à un niveau encore une fois bien plus poussé. Mais finalement, c'est une filiation qui est assez intéressante. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. C'est un film pour moi parfait pour illustrer le fait que le cinéma, avant d'être un art de la narration par le texte ou la parole, c'est avant tout un art visuel et sensoriel. Et c'est exactement ce que ce film est. Beaucoup des retours négatifs que j'ai pu lire ou voir dessus, c'était généralement des prosés d'intention qui n'avaient pas vraiment compris ce parti pris du film et qui le jugeaient justement à l'aune de ce qu'était Drive, pour de mauvaises raisons. Mais en tout cas voilà, je vous incite vraiment à voir ce film et vous dis à bientôt.